Cette année 1939, Hitler, qui a toujours aimé les bêtes, pour peu qu'elles soient allemandes bien sûr, sait déjà qu'il va envahir la Pologne. Pourtant, comme il est encore radieux en Europe, ce dernier été de paix pour le règne animal. Depuis les futaies profondes de l'Est jusqu'aux forêts de Scandinavie. Pour les animaux des pâtures et des plaines de l'Ouest, la vie aussi continue paisible. 21 ans déjà que les peuples de ces régions ne se sont plus entretués. Mais le 1er septembre 1939, des cavaliers venus d'Allemagne franchissent la frontière germano-polonaise. Une ligne infinitésimale au regard de l'immensité du monde, mais où certaines bêtes font déjà connaissance avec les premiers fracas de la guerre. Au-delà des sous-bois polonais, la réalité est plus inquiétante encore. Dans les airs, les oiseaux de fer de la Luftwaffe s'apprêtent à bombarder la Pologne. À terre, les chevaux mécaniques de la Wehrmacht se révèlent en nombre dans toute leur puissance. Opposés à une armée polonaise qui croit toujours à la force de sa cavalerie traditionnelle. Dès le début des hostilités, à Krojanty, au nord du pays, 250 lanciers polonais repèrent une colonne ennemie et l'attaquent. Pour vous, les chevaux, il n'est pas naturel de charger. Dans le bruit et la fureur, aveuglés par la poussière, vous préféreriez vous barrer. Mais enserrés dans le groupe, vous ne pouvez que vous ruer. Offrant vos larges poitrails à la mitraille, dans ce combat entre chair et acier. La moitié des hommes de Krojanty périssent dans le carnage. Leur héroïsme forgera à jamais leur légende. Quant aux chevaux, oubliez comme toujours leur bravoure et désespoir, relégués dans les nimbles de l'histoire. En moins d'un mois, cette guerre éclair nouvelle balaie tout sur son passage. Le 27 septembre, écrasé sous les bombes, Varsovie en cendres se rend. Adieu, beau coursier. Ton galop échevelé ne déterminera plus jamais le sort des batailles. Désormais, dans cette guerre, tu seras dévolu à d'autres tâches. Sitôt la Pologne conquise, des hommes persécutent d'autres hommes. Un nouvel animal sert maintenant au bourreau pour ostraciser les victimes. Quand le ministre de la propagande du Reich, Joseph Goebbels, commande un pseudo-film documentaire qui met en avant le rat. Origine douteuse, voracité, parasite vivant sur le dos des populations. Il est supposé représenter les Juifs, que les nazis se sont choisis comme ennemis mortels. Vous avez bon dos, les rats polonais, alors que la vraie peste est déjà là,
la peste brune, prête à déferler sur l'Europe. Au Berghof, elle est toujours belle, la vie pour Stasi et Négus, les toutous d'Eva Braun, la maîtresse du Führer. Éternel carambolage de l'histoire, où la tragédie des vaincus n'altère pas la bonne humeur des vainqueurs. D'autant que la Pologne écrasée, la France et l'Angleterre qui avaient déclaré la guerre à Hitler ne réagissent pas. Dans cette drôle de guerre qui commence, les Alliés enquistés dans leurs souvenirs de 14-18 se cantonnent à quelques mesures purement défensives, préférant se voiler la face. Même si certains voudraient mieux voir. Qui fait l'ange fait la bête, paraît-il. Mais parfois, les hommes font plus bête encore. Les militaires allemands sont plus à la pointe. Bien qu'il soit plus facile d'essayer pareille machinerie sur un docile cheval d'active, plutôt que sur un vulgaire canasson qui se laisserait moins faire. On n'ose imaginer non plus comment les hommes s'y prendraient pour équiper une bête dans le feu de l'action. Plus aberrant encore, les combinaisons destinées à protéger des brûlures des gaz hypérites. D'autant que les chiens dans les forts doivent pouvoir halter pour se rafraîchir. Plus le stress est important, plus il leur faut ouvrir grand la gueule pour mieux s'oxygéner. Bref, tout cela est absurde, destiné d'abord à rassurer les hommes sur leur magnanimité à l'égard des bêtes et leur savoir-faire. En revanche, pour recruter leurs chiens de guerre, les Allemands savent s'y prendre pour choisir les plus forts. En digne race des seigneurs, honte à tous les autres, les trouillards, les récalcitrants, tous ceux qui ne sont pas prêts à hurler avec les loups. Certaines bêtes ont moins le choix encore, telles ces mules allemandes pour lesquelles c'est déjà le bagne. L'homme a décrété une fois pour toutes que vous étiez faite pour porter. Apparemment, ça ne va pas de soi. Après la charge, l'apprentissage du noir. Ici, le cul d'un camion. Pour ces mules anglaises, à destination de la France, soudain englouties dans un puits sans fond et sans repère. Avant d'être aveuglées par la lumière à leur sortie, comme ces mules venues d'Inde. Au moins sont-elles accompagnées par leurs muletiers d'origine qui les connaissent et les couvrent, dans la froidure du nouveau pays qu'elles découvrent. Humbles parmi les humbles, vous, les mules, opérez toujours en groupe, sans même avoir droit à un nom propre qui ne serait que le vôtre. Vous vous retrouvez vite aux mains d'appelés inexpérimentés qui vous parlent dans une nouvelle langue à laquelle vous ne comprenez rien. Mal lestés, guidés par des conscrits qui n'ont aucune idée des chemins qui vous seraient adaptés. Vous êtes les premières à trinquer.
Dans le désordre général de cette drôle de guerre, pour certains, la vie est plus douce. Malgré les services rendus en 14, l'état-major français ne croit plus à l'utilité des chiens de guerre. Quelques centaines de bêtes seulement s'opposent aux dizaines de milliers allemandes. Et plus que l'enjeu stratégique du message, les autorités se complaisent à montrer le marathon de quelques-uns, histoire de faire croire que dans cette période d'inertie générale, les choses bougent. Mais montrer au public de l'arrière qu'à l'avant on ne fait pas du surplace est une chose. Multiplier les chenils, mieux instruire hommes et bêtes en serait une toute autre. Qui de surcroît nécessiterait des mois. Chez les Anglais, d'autres rondes sont mises en avant. De nombreux éleveurs amateurs entretiennent des écuries de pigeons de course. 200 000 d'entre eux, déjà performants, sont offerts aux armées par leurs propriétaires patriotes. Les hommes savent jouer de l'instinct des bêtes pour faire la guerre. Pour vous, les pigeons qui êtes monogames, ne jamais oublier d'emmener aussi votre dulciné, que vous voudrez toujours retrouver dans votre futur pigeonnier militaire. Tenir compte aussi de votre grande appétence pour vous attacher à votre lieu d'affectation. Liens du cœur et du ventre qui, grâce à votre boussole interne, vous feront toujours rapporter vos précieux messages, quel que soit l'endroit où votre pigeonnier aura été déplacé. Vous volerez aussi à bord de la Royal Air Force et servirez en cas de détresse. Ou si le silence radio s'imposait pour échapper aux oreilles ennemies. D'autres volatiles sont plutôt les dindons de la farce. Jamais comme dans cette drôle de guerre où la nation doit montrer qu'elle s'occupe bien de ses enfants, les appelés n'ont eu droit à un tel régime carné. Surtout en période de bombance, propice au grand carnage. Depuis le début du conflit, mieux que les hommes, les animaux ont tenu leur rôle. Certains de manière active, d'autres se contentant de remplir les panses, en attendant la prochaine année, quand l'alerte passée, tout devrait rentrer dans l'ordre. Début 1940, à défaut de quilles, heureusement, certaines bêtes sont encore là qui vous réconfortent. Si les hommes poursuivent leur surplace à l'ouest, une vraie guerre a éclaté au nord. L'URSS, forte de ses accords avec l'Allemagne, a attaqué son petit voisin finlandais pour lui arracher certains territoires. Un nouvel animal entre sur le ring de la guerre, sitôt séparé de ses congénères. Violent pour toi, le renne, qui n'aime vivre que de façon grégaire.
C'est votre malchance, les bêtes, en temps de guerre. D'être adaptés à votre terrain d'origine. Sitôt, les combattants vous exploitent. Le soldat finlandais connaît vos qualités. Vos sabots deviennent concaves en hiver. Leurs bords coupants adhèrent au sol glissant, tandis que vos coussinets de chair se recouvrent de poils et font office de raquettes. Vous sentez le terrain. Jamais vous ne traversez en troupeau un lac gelé. Vous passez toujours en file. Si la glace cédait, autant qu'elle n'engloutisse que les premiers. Le glisseur finlandais connaît aussi la délicate science de l'attelage. Toujours une bête leader à l'extrémité de l'équipage. Elle obéit aux ordres, donne le tempo. C'est ainsi qu'on se déplace dans la bataille. De même les chiens de traîneau dans cette guerre de Finlande, où la guérilla vaut plus que les grandes batailles rangées. L'agilité, la vitesse, l'endurance de ces chiens habitués à la neige leur permettent d'être de tous les coups de main. Ils passent partout pour accomplir leurs diverses missions, dont la plus noble peut être le secours aux blessés. Même si en mars 40, malgré ses 20 000 morts, la bravoure de ces hommes et de ces bêtes, la petite Finlande doit se rendre et céder aux revendications soviétiques. Un mois plus tard, la Wehrmacht prend pied au Danemark. Ce pays neutre lui barre l'accès à la Suède, fournisseuse du minerai de fer indispensable à l'Allemagne. Mais à bien vous observer les chiens, vous n'avez pas forcément envie de vous aligner au pas. Votre distraction, vos airs inquiets, infirment l'unanimité combattante louée par la propagande de vos maîtres. Néanmoins, en quelques heures, les Allemands occupent Copenhague et le gouvernement danois capitule. Mais Black, le jeune cheval du roi Christian X, permet à son maître de continuer sa promenade quotidienne au milieu des siens. Acceptation de l'occupation, diront d'aucuns. En réalité, premier acte de résistance d'une population unie autour de celui qui incarne la nation et qui n'entend pas plier sous le joug allemand. Comme quoi, en période de guerre, le simple bruit des sabots d'un cheval peut à la fois teinter comme un glas et résonner d'espérance. Le 10 mai 40, sur la lancée de sa campagne scandinave, l'Allemagne attaque le Luxembourg, la Belgique et la France. L'Europe entière entre dans la tourmente. 200 millions d'hommes sont concernés, et donc plus de bêtes encore, dont certaines signalent vite la défaite française et indiquent le chemin de l'Allemagne aux innombrables prisonniers. Le désastre s'accompagne d'une débâcle civile sans précédent. Encore une fois, merci les bêtes. Ce sont elles qui permettent aux plus démunis, ceux qui ne disposent pas d'essence en cette période de pénurie, de sauver l'indispensable.
Contrairement à la Pologne, les Allemands reçoivent l'ordre de ne pas s'acharner sur les civils. Mais rien ne leur interdit de se servir sur place. Quant à vous, les animaux domestiques, abandonnés par milliers dans ces grandes nécropoles que sont devenues les campagnes françaises, que faire de votre nouvelle liberté ? Les autorités entendent cacher à vos maîtres le désastre en cours. Mais vous dévoilez sans le dire ce que ressentent les populations. Sentiment d'horreur et d'abandon pour tout un peuple orphelin d'une mère patrie désormais morte. Ce printemps 40, la Wehrmacht s'enfonce dans la France comme dans du beurre. Quand en période de guerre, les chevaux en campagne peuvent calmement ingurgiter leurs 5 kilos de foin quotidien, c'est que pour Hitler, cette offensive a tout d'une sinécure. Il est temps pour Mussolini, son allié de toujours, d'entrer en guerre, pour toucher à peu de frais sa part de gloire et de butin. Corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. La légende païenne veut que Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome, aient été élevés par une louve qui leur légua sa force. Une aubaine pour la propagande du Duce, qui rêve de faire du combattant italien un loup pour l'homme. Même si les chiens de l'armée transalpine ne semblent guère prêts à franchir le Rubicon. Point trop n'en faut non plus. Pour habituer leurs chiots au vacarme de la guerre, alors autant allier devoir et divertissement. Quoi de mieux ensuite que le tumulte d'une gare quand la mamma part pour le front accomplir son devoir. Spectacle à coup sûr pour les hommes et souffrance assurée pour les bêtes dont tout le monde se fout. En juin 40, bêtes et soldats italiens franchissent les Alpes en route vers la gloire. Même si à l'arrivée les hommes de Mussolini vont vite déchoir de leur piédestal et devront se contenter de la conquête de Menton, petite ville française frontalière. Car de son côté, l'allié allemand est déjà au sommet de la Tour Eiffel, symbole de Paris, capitale de la France, qui le 22 juin signera l'armistice. Dominer le monde, mieux voir, mieux être vu de ces hommes et de tous ceux qui sont à terre.
pour cela, quoi de mieux que d'être à cheval? Il y a longtemps que les officiers de la Wehrmacht l'ont compris. Et d'abord ce 14 juin 40, le lieutenant-général von Briesen qui peut déjà admirer sa 30e division défiler dans Paris. La France à terre, le maréchal Pétain, après avoir déclaré l'armistice, choisit la voie de la collaboration avec l'Allemagne, laissant l'Angleterre seule face à son destin. That small boy, his name is Andrew, saw the flight of the pigeons and the falling of the bombs in Warsaw. Now again he watches the pigeons in another square, Trafalgar Square. Again he hears the hum of the German airplanes, this time over England. Durant l'été 40, Hitler bombarde les aérodromes d'Angleterre avant de tenter de l'envahir. C'est compter sans l'ardeur des jeunes as de la Royal Air Force, qui en ces jours d'héroïsme s'envolent sans discontinuité pour défendre leur pays. Relayés par la propagande anglaise, leurs exploits résonnent dans les campagnes les plus reculées du royaume. Les animaux sont bien sûr de la partie. Partie de chasse, par exemple, qui permet de vanter les qualités du mythique Spitfire, prêt à tordre le cou à l'aviation ennemie, aussi sûrement qu'un lévrier saura briser la nuque de sa proie. Si les chiens servent d'exemple, d'autres animaux instruisent. Part of the training of at least one squadron of the ATC is going to the London Zoo. The object being to study bird flight as it applies to aeronautics. And I can tell you that the Messerschmitt has nothing on this Peregrine Falcon, whose estimated speed is 360 miles per hour. Si les rapaces foncent en ces heures sombres, d'autres oiseaux ont aussi de quoi en remontrer aux aspirants pilotes. And what about formation flight? Who got the idea first? Men? Or geese? V for victory. Allied geese, obviously. Les oies montrent comment voler en V maintient le contact visuel entre tous et crée un long sillage qui aspire ceux qui suivent, économisant pas mal d'énergie au groupe et de kérosène aux avions. En Allemagne, on est moins éthéré et plus meurtrier. Bref, plus nazi. Der Beizhabicht Attila. Die Schüler der Flugzeugführerschule haben hier die beste Möglichkeit, das Starten und Landen der Vögel zu studieren. Achtung! Der Vogel kommt im Steilflug auf die Beute geschlagen. Drückt einige Male kräftig zu. Herz und Lunge sind durchbohrt. Der Habicht fängt an zu rupfen. Lustig fliegen die Federn im Wind. Les Allemands ont toujours aimé la poésie. Et maintenant, la morale de l'histoire. Dieser herrliche Vogel ist kein Räuber, wie man fälschlich sagt, sondern einer der mutigsten und besten Jäger. Sie sind es, die Auslese schaffen im Haushalt der Natur. Darum schützt unsere herrlichen Greifvögel. Tenez-vous-le pour dit, les oiseaux. Vous êtes là pour le meilleur et le pire, dans cette bataille d'Angleterre où le ciel se couvre d'avions, par centaines. Dès les premières attaques allemandes, les habitants se débarrassent de leurs chiens et les remettent aux autorités.
Beaucoup sont euthanasiés. Mais la surprise passée, les Britanniques protègent leurs petites bêtes. Les abandonnés sont recueillis par les sociétés de défense des animaux. Contrairement à la France de Descartes et son animal-machine, les Anglais considèrent les animaux comme des êtres sensibles. D'autres délaissés sont confiés à de nouvelles gardes, certes pleines de bonne volonté, mais ne sachant pas forcément y faire. Les autorités, soucieuses de préserver tous leurs sujets des bombardements allemands, enchaînent dans le pays les entraînements de mise à l'abri. Que tous suivent à la lettre. Mais à l'automne 40, les exercices seront moins amusants. Hitler, ne venant pas à bout de l'aviation anglaise, décide d'écraser sous les bombes Londres et les principaux centres industriels du pays, faisant des dizaines de milliers de victimes. Si certaines bêtes ont aussi tout perdu, d'autres sont là pour retrouver les hommes. Tels Jet et Irma qui, dans ces heures sombres, sauvèrent de nombreuses vies humaines, repérant en premier les victimes sous les décombres. Même sans leur flair, le contraire aussi se passe, quand des bipèdes s'y mettent à leur tour. Chez le voisin anglais, toutes les bêtes, des plus petites aux plus grosses, méritent d'être sauvées. Surtout quand tout un peuple est galvanisé par la plus énorme d'entre elles. Le lion, Winston Churchill. Premier ministre du pays qui, partout sur le terrain, encourage les survivants au milieu des champs de ruines. En bon patriote et en père exigeant, il a sollicité sa fille chérie Sarah, actrice de son état, devenue membre des auxiliaires féminines de la Royal Air Force, qui n'hésite pas à mobiliser jument et mari pour la bonne cause. The point of having an ambulance that can be drawn by a horse as well as a car is mostly for country villages where the garage may be far away, there may be a breakdown or a shortage of petrol, in which case it'll be easier to get a horse than a car. So, will you go to it and dig deep and help us buy lots more of these ambulances, please? Si un cheval peut faire la manche, d'autres petites bêtes font mieux encore. Aider à soigner les traumatismes enfantins en ces temps difficiles où tous les vivants doivent se soutenir. No, it's a magic bird. Tous ne savent pas chanter. Mais certains ont appris à parler pour faire passer quelques messages utiles en temps de guerre. Let's get down to bare bones. What's that? Bones? How can we expect to beat Hitler when he's got so many friends in this country? Rats. Rats? Where? Fires don't happen by accident in munition factories. Oh, dry up. Anyone causing a fire in wartime is a traitor. Stamp him out. Cigarette ends cause most of the 1,000 fires that break out every day. Stamp yours out. Double egg, my fritters! Breakfast! Heureusement qu'ils sont là.
Mrs. White et son macho de mari, capable d'apporter un peu de légèreté en ces temps compliqués. To work, girls. Get cracking. Remember our target. An egg a day. I want to do my bit, goodness knows. But I can't lay eggs on that peck of food. No, I'm going to see the management. I'm sorry, madam. I'm only allowed to supply you with your ration of poultry food. I know it's small. You'd better see the Ministry of Agriculture. All right. Good afternoon. I appreciate your predicament, Mrs. White, but you'll be glad to hear that we found the solution. The government have organized a nationwide collection of household scrap to be turned into chicken feed. You'll do your bit, I know, if human beings will do theirs and save every bit of scrap they can. I know they will. Please accept this small token of gratitude on behalf of the hens. Comme quoi, en période difficile, quand hommes et bêtes s'entraident, tout semble plus facile. Si dans les villes, les autorités fortes de leur humour so British savent y faire avec les animaux, dans les campagnes, la réalité est tout autre. Des milliers de jeunes citadines s'engagent dans l'organisation des Lawn Girls, nouveau bataillon en jupon où il faut tout apprendre du travail de la ferme. Très vite, aucun vieux bouc n'a de secret pour elles. Et puis, avec les femmes, plus douces que les hommes, les bêtes ont tout à y gagner. Mais on a beau coller aux vaches, on n'en doit pas moins rester belle en attendant le repos des guerriers, quand les permissionnaires reviendront du front. Même si celui dont on rêve est parti très loin sur un autre continent. En Afrique du Nord, par exemple, où Anglais et Italiens s'opposent. Le Duce voudrait y fonder un empire. Les Britanniques entendent la conquérir pour traverser la Méditerranée un jour et attaquer Hitler par le sud de l'Europe. Dans cette deuxième guerre mondiale, aucune bête n'est épargnée. À vous, les dromadaires, de vous y presser. Aujourd'hui encore, votre allure évoque aux yeux du public les glorieuses épopées coloniales du passé. Quand Spaïs et légionnaires Florambon le sable chaud se lançaient pour la France à la conquête du Maghreb. Quand les méharistes anglais dominaient le Moyen-Orient de leur prestance, rappelant le légendaire colonel Lawrence d'Arabie. Mais maintenant, dans cette nouvelle guerre des sables, les dromadaires servent surtout aux éclaireurs. Car encore une fois, ce sont les chevaux mécaniques qui, en janvier 41, permettent aux Anglais de fondre sur Tobrouk, seul port en eau profonde de Libye, jusqu'alors occupé par les hommes de Mussolini, fait prisonnier. Les Italiens ont toujours eu le sens de la dérision. Un petit salut au Duce qui vous a foutu dans le pétrin n'est pas de trop. Partout où les hommes s'étrillent, les animaux sont présents. Pour agrandir la famille, rendre service et apaiser.
Certains feront toute la guerre, tel l'ours Wojtek, recueilli par une compagnie d'artillerie polonaise et emmené avec elle en Irak. Ce doudou, élevé au rang de caporal, suivra les siens jusqu'en Italie, où ils s'illustreront à la bataille de Monte Cassino. Les animaux en disent beaucoup sur la situation militaire du moment. Quand hommes et bêtes se marrent, c'est que le front est calme. Mais les premiers revers venus, quand Tobrouk, par exemple, sera un jour repris par les Allemands, que deviendront ces bêtes imprégnées par l'homme et abandonnées sur place? Quid de cet oiseau qui ne sait sans doute même plus voler? Minuscule tourment animal au milieu du grand marasme des hommes. Simples petits dommages collatéraux. Tels ces camélidés italiens dont le piètre état choque le gouverneur anglais de Libye. C'est connu, le dromadaire n'est pas du genre à se plaindre. Il roule sa bosse, là où on le lui demande. Comme ici, où il faut aller approvisionner en essence les colonnes de tête. Quand les camions partent rechargés, c'est à ces forçats du désert de faire la jonction avec les troupes de l'avant. Mais vous avez beau savoir fermer votre gueule, 200 litres d'essence sur le dos, ça fait quand même beaucoup. C'est votre sort, les bêtes, d'aider les hommes à gagner des batailles sans même le savoir. Et de servir ceux qui doivent se défendre. Ce printemps 1941, en URSS, Staline redoute une attaque imminente d'Hitler malgré le pacte de non-agression qu'il a signé avec lui. Il sait aussi que son armée n'est pas prête. Mais ce qui compte pour l'instant, c'est de montrer que partout en Russie, hommes et bêtes attendent de pas de ferme. Et se mobilisent. Si chez les Alliés, les officiers d'origine bourgeoise respectent le chien animal de compagnie, c'est moins le cas au pays des Soviets où on a une vision plus prolétaire du monde canin. Chiens de ferme dans les campagnes, majorité d'animaux errant dans les villes. Dès lors, fort de la bravoure du soldat russe, de son sens de la patrie et du sacrifice, même à l'entraînement, l'utilisation du Canem soviéticus sera plus radicale. Les soviétiques inventent le chien suicide, conditionné à chercher sa pitance sous les tanks. Équipé d'une mine, il explosera quand la tige du détonateur frottera le ventre des chars. Salut petit camarade au regard triste. Toi aussi tu auras fait ton devoir, même au service de l'ineptie humaine. Car le moment venu, nombre de tes amis dans le feu de la bataille se tromperont de tank et feront exploser les leurs.